Aujourd'hui, dans Petit meurtre entre riches, une haine tenace détruit une dynastie. C'est une histoire de cupidité, d'irrépressible cupidité. Il voulait à tout prix avoir de l'argent. Ensuite, de la haute société au tombeau. C'était vraiment bizarre. J'ai quelque chose à vous dire. Ils avaient des grilles pour dissuader les cambrioleurs. Ils avaient des systèmes de sécurité. Mais ils avaient oublié un détail. Le mal peut venir de l'intérieur. Je m'appelle Christopher Mason. Dans leur belle maison, les riches pensent qu'ils sont à l'abri. Mais aucune grille ni aucun chien de garde ne peut les protéger contre l'ennemi de l'intérieur. En haut d'une colline de Fort Worth, au Texas, se dresse une rutilante forteresse. La banlieue chic de Westover Hills, où les pelouses impeccables se confondent avec le gazon du golfe de Rivercrest. Westover Hills est une banlieue riche. Tous ceux qui ont envie de devenir quelqu'un rêvent d'y vivre. Ces demeures abritent certaines des personnes les mieux payées des États-Unis. PDG, promoteurs immobiliers et grands chirurgiens. Avec leurs piscines au bord du lac, leurs domestiques et leurs jardins parfaitement entretenus, les habitants de Westover Hills savourent leur réussite. Mais certains n'ont pas besoin de gagner d'argent. Ils sont riches depuis des générations et vivent de leur rente. C'est le cas de la famille Koslow. Jack et Karen Koslow habitaient un hôtel particulier de 370 mètres carrés. Karen descendait de la royauté texane. Sa famille possédait de nombreuses actions pétrolières. Jack était très riche aussi. Il faisait partie du gratin de Fort Worth. Jack a une fille adoptive d'un précédent mariage, mais qui vit avec sa mère. Sans aucun enfant à la maison, Jack et Karen profitent de leur vie de riches retraités. Ils s'adonnent à leurs loisirs la journée et aux mondanités le soir. Jack est un golfeur passionné et Karen aime la décoration florale. Elle est la marraine d'une association d'aide aux enfants hospitalisés et de la Ligue américaine contre le cancer. Ils sont tous deux amateurs de culture. Ils soutiennent l'orchestre symphonique et le ballet de Fort Worth. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Il était brillant, elle était issue d'une grande famille. La vie semblait leur sourire. Mais tout bascule le 12 mars 1992 à 3h41. Qui est là? Le voisin des Koslow reçoit une visite inattendue. Aidez-moi, Qu'est-ce qui s'est passé? appelez la police. Ma femme, elle a été assassinée. Oh non! Il était couvert de sang. Il était à peine reconnaissable. La police se précipite au domicile des Koslow. Mais Karen est morte depuis plusieurs heures. Alors, ça donne quoi? Elle a la gorge tranchée et un couteau ensanglanté est posé à côté d'elle. Elle a visiblement reçu de nombreux coups qui semblent avoir été portés avec une pince à levier. Mais aucune arme de ce type n'est retrouvée sur place. Il y avait énormément de sang partout. Nazim Pirwani, le médecin légiste, est frappé par la violence de la scène de crime. J'ai traité des milliers d'affaires, mais rarement d'une pareille sauvagerie. Un tel degré d'acharnement, c'est inhabituel. Pour lui, une telle brutalité suggère un crime passionnel.
Souvent, quand une femme est assassinée, c'est le conjoint qui est le coupable. La police soupçonne immédiatement Jack Koslow. La police trouvait curieux qu'il ait des marques de morsures sur les mains et elle le soupçonnait d'avoir attaqué sa femme. Il a expliqué qu'il avait allumé l'alarme, mais qu'elle ne s'était pas déclenchée. C'était louche. Le témoignage de Jack était très confus. Il se rappelait avoir été frappé. Il ne se rappelait pas avoir reçu un coup de couteau. Il se rappelait avoir repris connaissance. Il se rappelait avoir découvert Karen gisant sur le sol. Jack est blessé. Mais les enquêteurs se demandent pourquoi il n'a pas été tué lui aussi. Ils voulaient aussi savoir pourquoi Jack avait attendu 4 heures avant d'appeler les secours. Et pourquoi il ne les avait pas appelés depuis son domicile? À la place, il est allé chez un voisin. Détail encore plus troublant. Le couteau qui a tranché la gorge de Karen appartient à Jack. La version de Jack Koslow n'était pas logique. Derrière les murs de leur superbe demeure, les Koslow jouissaient d'une luxueuse intimité. Mais désormais, leur domicile de la très cotée Clark Avenue est au cœur d'un drame scandaleux et l'objet de toutes les attentions. Cette enquête criminelle s'annonce particulièrement complexe. Les recherches de la police soulèvent davantage de questions que de réponses. Ils faisaient déjà beaucoup parler d'eux, mais après ce drame, c'est devenu un véritable feuilleton. Le reporter Jack Douglas suit l'affaire et les rumeurs. Toutes sortes de bruits couraient. Ils se seraient disputés la veille au soir, leur couple battrait de l'aile. La plupart de leurs connaissances ignoraient qu'ils avaient fait appel à un conseiller conjugal. Jack était dans la ligne de mire des médias. Les proches de Jack prennent sa défense. Bonjour, toi. La première à s'exprimer est Christy Koslow. Bonjour Karen, ça va? Très bien, tant mieux. Ça a été un choc terrible. Christy a organisé une conférence de presse sur la pelouse de la maison peu de temps après le meurtre. Je ne pense pas que mon père soit capable de ça. C'est quelqu'un d'adorable. Elle déclare qu'elle n'a aucune idée de qui a pu faire ça, que Jack et Karen étaient des gens merveilleux, qu'ils s'entendaient très bien, qu'elle n'aurait pas pu rêver d'un père et d'une belle-mère aussi formidables. Mais les médias ne l'entendent pas de cette oreille. Jack a perdu les pédales. Et il s'en est pris à sa femme. Il l'a battue à mort, il lui a tranché la gorge. Et quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il a pris un couteau, il s'est coupé à la gorge et s'est frappé à la tête. Il s'était peut-être lui-même infligé ses blessures pour essayer de cacher ce qu'il avait fait à sa femme. Au tribunal de l'opinion publique de Fort Worth, Jack Koslow semble destiné au couloir de la mort. Et je peux vous assurer que lorsqu'on occupe une position élevée dans la société, la chute est vraiment brutale. Jack est un assassin, Karen est morte. Les Koslow sont tombés bien bas. Les gens ont été choqués de voir Jack Koslow à l'enterrement de sa femme. Que faisait-il là? Il avait un sacré culot. Et l'assistance n'est pas la seule à le penser.
Les policiers étaient convaincus de la culpabilité de Jack. Ils attendaient juste qu'on leur donne le feu vert pour aller l'arrêter pour le meurtre de sa femme. Et un jour, le téléphone a sonné. Et les certitudes de la police volent en éclats. Westover Hills est un quartier huppé et protégé de Fort Worth, au Texas. Ses habitants y coulent des jours paisibles, rassurés par un taux de criminalité presque nul. Mais l'année 1992 fait exception à la règle. Jeudi avant l'aube, Karen Coslow a été battue à mort. Le meurtre de la célèbre héritière Karen Coslow ébranle toute la communauté et s'avère d'une extraordinaire brutalité. C'était un massacre. Elle n'a pas simplement été tuée, elle a été torturée. Les habitants de Fort Worth sont terrifiés à l'idée qu'il puisse y avoir un tueur parmi eux. Tout le monde soupçonne le mari, Jack Coslow. Celui-ci jure que 2 agresseurs inconnus sont responsables du drame, mais les enquêteurs pensent qu'il ment. Puis, près de 2 semaines après le meurtre, la police reçoit un appel. À l'autre bout du fil, un jeune homme déclare avoir les vêtements ensanglantés et le pied de biche qui a servi pour le meurtre. Je sais qui est l'assassin. Ça le rongeait d'avoir cette information à propos du meurtre de Karen Coslow et de ne rien faire. L'informateur s'appelle Paul Carrillo, 20 ans. Il habite Fort Worth. Paul Carrillo déclare à l'inspecteur Brannon qu'un jeune homme appelé Jeff Dillingham est venu le voir et lui a dit « Tu crois que tu as passé une mauvaise journée, mais moi j'ai tué quelqu'un. » Et il a ajouté qu'il avait besoin de lui pour se débarrasser des preuves. Paul n'a pas envie de l'aider, mais il a peur de son ancien camarade de classe, Jeffrey. Jeffrey était un des meilleurs élèves du lycée. Il ne connaissait même pas les Coslow. Cela n'avait aucun sens. Les enquêteurs n'en croient pas leurs oreilles. Ils convoquent Jeffrey Dillingham pour un interrogatoire. Et celui-ci ne tarde pas à passer aux aveux. Les aveux de Jeff Dillingham m'ont beaucoup marqué, car ils étaient dénués de toute émotion. Il a décrit le cours des événements avec un détachement total. Ne bougez pas, Austin. Sortez du lit. Allongez-vous. La ferme-toi. Allongez-vous. J'avais la pince. Je l'ai utilisée contre la femme. Les coups qu'elle a reçus à la tête lui ont brisé le crâne et la mâchoire. J'ai aussi tabassé l'homme. Mais elle s'est relevée alors. Je me suis approché et je lui ai donné un coup de poing. Très fort. Le dernier coup a broyé son larynx. Elle s'est écroulée et elle s'est lentement étouffée. Ensuite, Dillingham dénonce le 2e agresseur, son bon ami Brian Salter, qui se révèle tout aussi brutal. Prends ça. Comme si cela ne suffisait pas, alors qu'elle était déjà morte. Brian s'est mis à califourchon sur elle. Il a pris un couteau et il lui a tranché la gorge. Brian Salter est à son tour mis en garde à vue. La police tient les meurtriers. Mais qu'est-ce qui a pu les pousser à commettre un crime aussi atroce? 2 choses seulement avaient disparu. La montre de Jack
et 120 $ en liquide. C'est dérisoire quand on sait toutes les richesses que renfermait cette maison. Le vol n'était pas le mobile. Ils ont sans doute été payés pour tuer. Jack est-il le commanditaire? Il s'agissait manifestement de personnes qui connaissaient la disposition de la maison et le code de l'alarme. Puis, Jeffrey Dillingham lâche une bombe. Il a désigné la petite amie de Brian. Christy Koslow. Christy Koslow. C'est quelqu'un d'adorable. La fille adoptive de Jack. Qu'est-ce qu'elle fait là? Christy ne vit pas avec son père et sa belle-mère. Elle avait essayé de vivre avec Jack et Karen pendant une courte période, mais ça n'avait pas marché, leur rapport était tendu. Qu'est-ce que tu veux? Rien. J'ai pas le droit de rendre visite à mon père? Christy prétendait qu'elle avait de bons rapports avec sa belle-mère. Tu ne devrais pas être à l'école? L'école est finie, andouille. Eh, sur un autre ton. Mais la réalité était très différente. Christy en voulait énormément à sa belle-mère. Elle lui reprochait de ne pas lui faire assez profiter de ses richesses. Christy vit avec sa mère, Paula, l'ex-femme de Jack. Elles habitent une petite maison confortable. C'est trop injuste. Mais pour Christy, c'est un affront. On vit dans un taudis. Christy Koslow est une enfant pourrie, gâtée. On mérite beaucoup mieux que ça, maman. Selon elle, elle avait droit à une vie fastueuse. Mais comment une adolescente trop gâtée peut-elle se transformer en implacable meurtrière? Elle avait beaucoup d'argent à sa disposition, mais elle en voulait plus. Christy fait ses calculs. 2 millionnaires morts égale un énorme héritage. Mais comme beaucoup d'enfants gâtés que j'ai rencontrés, Christy n'a aucune envie de faire elle-même le sale boulot. Christy savait très bien manipuler Brian Salter. Elle faisait de lui ce qu'elle voulait. Brian Salter toucherait sa récompense en épousant Christy et il vivrait heureux avec l'argent de l'héritage de Christy. Chérie, j'ai trouvé ma voiture. Brian et Christy fantasmaient tellement sur cette future vie qu'ils avaient déjà commencé à regarder les voitures et les maisons. C'était une histoire de cupidité, d'irrépressible cupidité. Et ils étaient prêts à tout pour toucher un butin qu'ils estimaient à 12 millions de $. Il faut traverser le jardin et passer par la porte de derrière. Voilà le code de l'alarme. Et elle n'a pas eu besoin d'insister beaucoup pour convaincre Jeff Dillingham. On va se faire combien? $1 million. Il s'est vite rallié à la cause. Les médias sont sous le choc. Cette fois, la réalité dépasse largement la fiction. En apparence, elle ne semblait pas capable d'une chose pareille. Et encore moins d'être le cerveau de toute cette affaire. Il y a une chose que l'on apprend vite au contact des gens riches. L'argent peut faire beaucoup de mal. On est imprégné d'une forte culture judéo-chrétienne qui nous dit que l'argent est la racine du mal. Si vous foirez, on n'aura rien. Mais en fait, ce dont la Bible parle, c'est de l'amour de l'argent. J'ai trouvé ma voiture. On va se faire combien? Et c'est ce qui les a poussés à agir. Ils aimaient l'argent plus que n'importe quelle personne sur Terre. Un sermon touchant, mais qui laisse Christy de marbre. La jeune femme préfère l'amour à la religion.
Christie essayait de se faire passer pour une Robin des Bois des temps modernes, qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Jack est anéanti. Sa femme a été sauvagement assassinée et il a échappé de peu à la mort. Il a d'abord été suspecté, puis il a découvert que sa propre fille avait tout manigancé. L'heure de la revanche a sonné. Il était tellement indigné qu'il a demandé au procureur et au jury la peine de mort pour Christy Koslow. Le tribunal estime que Christie a besoin de temps pour réfléchir à son crime. Elle est condamnée à perpétuité et n'aura pas la possibilité de demander sa libération conditionnelle avant 2027. Christy Koslow avait une famille, un fiancé et un niveau de vie plus élevé que la moyenne. Mais elle en voulait plus. Une belle maison, des domestiques et les bijoux de sa belle-mère. Et qu'a-t-elle aujourd'hui? Une cellule de prison, un bracelet électronique et plus un seul ami. Aujourd'hui au moins, elle sait ce qu'est vraiment la pauvreté. À suivre dans Petit meurtre entre riches, Ce n'étaient pas des gens qui pouvaient disparaître comme ça. Où étaient-ils? un couple de la haute société disparaît sans laisser de traces. C'était très bizarre. Pour certains, l'argent est synonyme de pouvoir. Signe ou je te déshérite. Pour d'autres, c'est un poison. Dans sa première déposition, elle n'avait pas dit toute la vérité. Oh, c'est délicieux. On ne voit pas qui pourrait leur vouloir du mal. Melbourne, en Australie, le 10 avril 2002. On est sans nouvelles depuis 6 jours. On est très inquiets. Les enfants de la riche famille Wales lancent un appel désespéré. S'il vous plaît, contactez la police. Leur mère et leur beau-père ont disparu. Ça ne leur ressemblait pas de ne pas donner de nouvelles. Il ne serait jamais parti sans ses médicaments. Cela fait près d'une semaine que le couple a été vu pour la dernière fois. Il s'était volatilisé. Mais quelqu'un en sait plus qu'il ne veut bien le dire. À la fin du 19e siècle, Melbourne, en Australie, était la ville la plus riche du monde et la perle de l'Empire britannique. Aujourd'hui, elle conserve encore certaines caractéristiques de l'ancienne puissance coloniale. Le système de classe est l'une d'entre elles. L'écart entre les riches et les pauvres est aussi marqué de nos jours qu'il l'était il y a 100 ans. Toorak, au sud du fleuve Yarra, est le Beverly Hills local. C'est ici que vivent les personnes les plus fortunées de Melbourne. Ils font partie de ces gens qui possèdent un chalet à la montagne et une villa à la mer, et qui dépensent beaucoup d'argent dans les boutiques de luxe et chez les antiquaires. Margaret Wales King et Paul, son mari, appartiennent à cette bonne société. Margaret et Paul vivaient dans une banlieue huppée. Ils habitaient un magnifique hôtel particulier et roulaient en voiture de sport. Ils possédaient aussi une ferme sur la péninsule de Mornington, un lieu de villégiature très prisé. Paul est un directeur d'agence publicitaire à la retraite. Margaret, elle, vit de ses rentes. La journée, elle allait au club de bridge où gérait son portefeuille d'actions. Et elle possédait une collection de bijoux estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars. Margaret et Paul appartenaient à la haute société de Melbourne. Margaret a 5 enfants de son premier mariage. 3 filles, Emma, Prudence et Sally, et 2 garçons, Damian et Matthew. Et il ne manque de rien. Les enfants avaient tous des parts dans des multinationales et ils étaient à l'abri du besoin. Le père de Margaret, R.J. Lord, possédait une grosse entreprise de travaux publics
qui a construit la quasi-totalité des rues de Melbourne. À sa mort, il a laissé une petite fortune à sa fille. Les parents de Margaret lui avaient donné beaucoup d'argent. Elle en faisait profiter ses enfants, ce qui lui donnait le droit d'interférer dans leur vie. Ils étaient divisés au sujet d'un héritage et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Je ne signerai pas, maman. Margaret veut investir l'argent de la vente d'une propriété familiale dans sa propre société d'investissement. Mais elle a besoin du consentement de ses enfants. Matthew va signer, n'est-ce pas, chérie? Mais les enfants pensent que leur grand-père voulait qu'ils héritent de cette propriété. L'aîné a pris position et le plus jeune, Matthew, ne veut pas s'en mêler. Je ne sais pas de quoi il retourne. Matthew était un peu différent. Il ne semblait pas très intelligent. Matthew était le plus jeune. C'était le vilain petit canard. Il n'était pas aussi brillant que ses frères et sœurs. Matthew ne signera pas. Il ne va pas signer. Il était presque handicapé mental. Il avait un QI de 83. Il ne sait pas ce qui est le mieux pour lui. Il était devenu coiffeur et il pensait que sa famille le considérait comme inférieur à eux. Matthew a beau être la brebis galeuse de la famille, il est le préféré de sa mère, son fils chéri. C'était juste un jeune homme gentil et innocent. L'ancien employeur de Matthew, Peter Sango, se souvient que Margaret s'inquiétait toujours pour son fils. Il était là depuis un mois, quand sa mère est venue pour me dire que si j'avais des problèmes pour le garder comme employé, elle m'aiderait à payer son salaire. C'est très courant dans les familles aisées. L'argent donné à un enfant est considéré comme de l'amour en moins pour les autres. Mais Margaret se rend-elle compte du mal qu'elle fait ? Il y avait des dissensions au sein de la famille et les enquêteurs s'en sont très vite rendus compte. L'inspecteur Brian Rix est un enquêteur chevronné et il a un mauvais pressentiment concernant cette affaire. Quand des millionnaires disparaissent, il s'agit souvent d'un acte criminel. Une cellule spéciale avait été constituée. Elle travaillait en étroite collaboration avec la brigade criminelle. À l'époque, j'étais à la tête de la brigade criminelle et on considérait cette disparition comme suspecte. Les filles passaient des coups de fil, mais elles n'arrivaient pas à savoir où était passée leur mère. Elles avaient rendez-vous avec l'une d'entre elles pour le petit déjeuner, mais elle n'est pas venue. Et elle ne répondait pas aux appels. Ce n'était pas dans les habitudes de Margaret Welsking. Les sœurs ont commencé à paniquer, elles ont appelé leur frère. Personne ne savait où était Margaret. À ce stade, on n'avait pas grand-chose de plus que nos soupçons. On a suivi des méthodes traditionnelles, enquête de voisinage, recherche de personnes susceptibles de nous fournir des renseignements. Ils ont interrogé tous les frères et sœurs sur leur emploi du temps le soir de la disparition. Ils ont aussi interrogé les maris et les femmes. Le couple a été vu pour la dernière fois lors d'un dîner chez Matthew et son épouse, Maritza. Ils ont dit qu'ils allaient bien, qu'ils avaient passé une bonne soirée et qu'ils étaient repartis au volant de leur Mercedes grise. La police examine les comptes bancaires de Margaret et Paul à la recherche d'éventuelles opérations. Ils n'ont rien trouvé. Aucun achat, aucun débit de carte bancaire, aucune facture d'essence, rien. Comme aucune rançon n'est demandée, la police écarte l'hypothèse de l'enlèvement. Puis, 5 jours après la disparition, les enquêteurs font une découverte. La Mercedes grise de Margaret. La riche héritière Margaret Welsking et son mari Paul ont disparu depuis 5 jours et tout le monde craint pour leur vie.
La police trouve leur voiture abandonnée et appelle Damian, le fils aîné, sur les lieux. Il possède le double des clés. Sait-il ce qu'il y a à l'intérieur du coffre? On a inspecté méticuleusement la voiture. Il y avait des cheveux et des taches de sang à l'intérieur. Cette enquête dépasse désormais les compétences du service des personnes disparues. La brigade criminelle prend le relais. De quels éléments dispose-t-il? Un héritage litigieux, des rivalités entre frères et sœurs, des intérêts divergents. Nul besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre qu'il s'agit certainement d'une affaire de famille. On a interrogé tous les membres de la famille. J'ai mis leur domicile sous surveillance, placé les téléphones sur écoute. On a tout mis en œuvre pour essayer de recueillir des preuves. Chacun des enfants Wales est un suspect potentiel. Mais Matthew et Maritza sont les derniers à avoir vu le couple, et cela fait d'eux les suspects numéro 1. Ils ont interrogé Maritza séparément et elle a confirmé la version de son mari. Elle s'entendait bien avec sa belle-mère. Sa belle-mère est venue dîner. Le couple est reparti après une soirée agréable. Mais les frères et sœurs de Matthew ont des doutes sur leur belle-sœur. Ils l'ont mise en cause dans les médias en disant qu'elle avait besoin d'argent pour une boutique de prêt-à-porter qu'elle avait montée et qu'elle n'était pas d'accord avec la façon qu'avait Margaret de garder l'argent de la famille. Pour eux, Maritza n'est qu'une intrigante et une menteuse. Ils pensent qu'elle cache quelque chose. Pour Matthew, ce n'est qu'un autre exemple du mépris de ses frères et sœurs. Il avait épousé une femme d'origine chilienne dont les parents étaient immigrés. Il pensait que ses frères et sœurs considéraient qu'il n'avait pas réussi aussi bien qu'eux. Ses relations avec ses frères et sœurs sont très intéressantes. Ils ont des rapports conflictuels. L'expert psychologue Ian Joblin est intrigué par le mode de fonctionnement de la famille Wales. Il pense que les frères et sœurs de Matthew ne sont pas les seuls à avoir une dent contre Maritza. Sa mère n'approuvait pas ce mariage, ni le milieu dont venait Maritza. Quand les enquêteurs l'interrogent, Margaret était sous traitement? Matthew rechigne à parler. Mais les policiers ont un mandat pour fouiller son domicile. Et ils sont sur le point de découvrir une chose que le couple de suspects pensait avoir effacée. Ils ont fouillé la maison de Matthew et ils ont découvert des choses intéressantes dans le garage. Comment trouver du sang invisible à l'œil nu? Autrefois, la police avait recours à des chiens. Aujourd'hui, ils utilisent du luminol. Regarde ça. Il y avait des traces de sang sur le sol que le luminol a mis en évidence. C'est un grand pas. Mais si le luminol prouve la présence de sang, il ne peut en aucun cas nous dire à qui ce sang appartient. À ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas de cadavre. Mais cela ne va pas durer. Le 29 avril 2002, dans une forêt reculée à 130 km de Melbourne, des hommes font une macabre découverte.
2 corps allongés face contre terre et enterrés dans une tombe peu profonde, recouverte d'une piscine gonflable et de divers objets comme des briques et des chaînes. Il y avait les lunettes de la femme. Et elle portait un énorme diamant à son doigt. Les enquêteurs n'ont aucun doute. Il s'agit bien des corps de Margaret et Paul Wales King. On les a identifiés grâce à la description de leurs vêtements. La police retourne au domicile de Matthew et Maritza pour approfondir ses recherches. Les preuves sont accablantes. C'est à ce moment-là que l'étau de la police s'est resserré autour de Matthew et Maritza. Il est temps d'arrêter d'enquêter et de commencer à faire pression sur les suspects. Mais juste au moment où la police s'apprête à changer de stratégie, Maritza hisse le drapeau blanc. Maritza déclare qu'elle a quelque chose à leur dire. Maritza cache un terrible secret. Et elle ne peut plus le garder pour elle. J'avais pas le choix. Son mari est un meurtrier. Elle leur dit ce que Matthew a fait, ce qu'elle a vu, et tout ce qu'elle a sur le cœur depuis cette nuit-là. La nuit où il a tué ses parents, Matthew a commencé par préparer le dîner. Il avait volé des cachets pour l'hypertension. Il les a écrasés et il les a mis dans la soupe pour les endormir un peu, pensant que ce serait plus facile de les tuer. Oh, c'est délicieux. Cette soupe est délicieuse, n'est-ce pas, Paul? Délicieuse. Vers 21h, Margaret a dit qu'elle se sentait fatiguée. Maritza est montée coucher son petit garçon. Elle est restée un moment, le temps de lui dire bonne nuit et de lui chanter une chanson. Il les a raccompagnés à la porte, il les a laissés passer devant lui. Tu devrais ranger un peu, Matthew. Il y en a partout. Il ne voulait pas salir la maison. Il les a tués dans le jardin. Personne ne s'y attendait. Ni la famille, ni même la femme de Matthew. Retourne à l'intérieur. Retourne à l'intérieur. Tous se demandent ce qui a bien pu lui passer par la tête. J'avais pas le choix. Écoute-moi, ça va aller. Ça va aller. Il n'avait pas réfléchi à ce qu'il ferait des corps. Il les a laissés dans le jardin toute la nuit. Ensuite, il les a traînés jusque dans le garage pour les cacher. Et la vie de famille a suivi son cours, malgré ces 2 cadavres dans le garage. Mais comment ce fils chéri a-t-il pu tuer sa mère de sang-froid? Il avait la belle vie aux yeux de beaucoup de gens. Il avait beaucoup d'argent. Sa mère était toujours là pour l'aider, mais quelque chose clochait. C'était évident qu'il l'avait tué. Mais pourquoi? Au milieu de la fièvre médiatique qui entoure l'affaire, un mot revient toujours, l'argent. Mais ce n'est pas une histoire de cupidité ordinaire. Signe, Matthew. Il n'a pas agi sur un coup de tête. Ce n'est pas arrivé parce qu'il avait besoin d'argent.
Signe ou je te déshérite. Ce qu'il ne supportait plus, c'était sa façon d'utiliser l'argent pour obtenir ce qu'elle voulait de ses enfants. Mais pourquoi l'avoir tué? C'était le seul moyen pour lui de se débarrasser du joug de sa mère et peut-être de gagner son indépendance financière. Je ne signerai pas, maman. Matthew va signer, n'est-ce pas, chérie? Matthew avait besoin de reconnaissance, besoin de prouver qu'il pouvait réussir. Mais dans la pratique, il n'y parvenait jamais. Signe, Matthew. Non. Et je pense que sa mère pensait le protéger, alors qu'en fait, elle ne faisait qu'alimenter sa rancœur. Il s'est assis et il a parlé pendant près de 2 heures au policier qui l'interrogeait. Il n'a montré aucune émotion. On aurait dit qu'il récitait une recette de cuisine. Elle utilisait l'argent pour faire pression. C'était un acte très cruel vis-à-vis de sa mère, mais aussi de son beau-père qu'il connaissait depuis des années. Après 3 semaines de mensonges, Matthew avoue enfin son crime. Vous vous êtes préparé? Oui. Pourquoi? Les enquêteurs sont choqués par son absence totale de remords. Il n'avait pas vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de grave. Il avait résolu un problème pour lui et pour les autres membres de la famille. Les frères et sœurs de Matthew s'empressent de prendre leur distance. Il voulait que l'opinion publique sache que la faute incombait à Matthew Wells et non pas à la structure familiale. Le problème de Matthew, c'est qu'il avait un QI très bas et une obsession pour la façon dont sa mère utilisait son argent. L'association des deux s'est révélée fatale. Par une cruelle ironie, ce sont souvent les gens qui ont le plus d'argent qui mesurent le plus mal son pouvoir. L'argent a le pouvoir de diviser, de contrôler et de détruire votre vie. Matthew Wales a été condamné à 30 ans d'emprisonnement. Derrière les barreaux, il a au moins enfin gagné son indépendance financière, en coupant les cheveux de ses co-détenus pour la modique somme de $6 par jour. Christy Colslow et Matthew Wales, 2 enfants privilégiés mais torturés. Leur superbe demeure cachait des vies brisées. L'argent était là pour les aider, mais à la place, il les a asservis. Ils sont nés innocents et ils sont devenus l'ennemi de l'intérieur. À bientôt pour un prochain épisode de Petits meurtres entre riches. C'était Christopher Mason.